Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 54e édition du Congrès international esthétique et spa. Ça commence à faire un peu impressionnant comme titre. Alors juste avant de commencer à aller explorer un petit peu ce match, la ville versus la campagne, je vais vous faire participer un petit peu, on va s'échauffer un peu les épaules. Et puis ça va nous permettre de faire un peu connaissance rapidement. Qui parmi vous est gérant ou gérante d'un centre ou est en activité actuellement? Vous pouvez lever la main. Super. Est-ce que nous avons des professionnels qui sont salariés, qui exercent en spa, en institut? Bravo. Et avons-nous des porteurs de projets de création, incessamment sous peu? Ok, parfait. Et alors, j'ai aussi une question. Est-ce que, pour ceux qui exercent, vous exercez à la ville? Levez la main pour celles qui exercent en ville. Vous n'êtes pas très nombreuses. Et donc, du coup, la campagne, je suppose, voilà. Bon. Alors, cette année, nous avons choisi de vous parler d'un sujet qui fait beaucoup de débats, en tout cas, qui pose beaucoup de questions. Et on a aussi beaucoup de croyances sur cette question. Est-ce que, en tant qu'esthéticienne, est-ce qu'en tant que professionnelle du spa et de la beauté, il vaut mieux s'installer et développer une activité en ville ou à la campagne? Peut-être que vous avez déjà votre petite idée en tête. En tous les cas, c'est une question qui a complètement son sens à l'heure où, dans notre secteur, on a quand même pas mal de difficultés. En ce moment, c'est assez difficile. Entre les plannings, on ne sait plus trop quoi faire avec, ça se remplit, ça se vide. On a aussi eu beaucoup d'évolutions des consommations de nos clients qui ont changé leurs habitudes, qui ont changé leur comportement. Et donc, du coup, c'est légitime de se demander, mais en fait, est-ce qu'il y avait ou est-ce qu'il y a une situation qui est préférable par rapport à une autre? Et donc, moi, je dirige Expertise Spa Bien-être, qui est un organisme de formation, et on accompagne au quotidien des artisans du spa, de la beauté et du bien-être à incarner leur rôle de chef d'entreprise, mais aussi à développer une activité qui est pérenne et qui vous convient dans, on l'espère, un maximum de sécurité et de sérénité. Quand j'ai rencontré Séverine, elle était en pleine préparation de son projet de création et on a travaillé ensemble sur son business plan, son concept, quelle cible clientèle, etc. Donc on prépare, elle choisit tout ça. Et puis elle revient un petit peu vers moi et puis elle me dit « Mais Tiffaine, en fait, tout le monde autour de moi me dit « Mais un institut haut de gamme à la campagne, ça ne marchera jamais, mais pourquoi tu fais ça ?» Et Séverine, ça fait 2-3 ans qu'elle est ouverte. Elle a des clients qui parcourent des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Elle est en Bretagne. Donc il y en a qui font nord-sud pour venir dans son centre. Et puis à l'inverse, on a aussi Juliette qui, elle, a son activité en plein cœur de Paris. Elle est dans le 15e. Et quand je l'accompagnais, elle me disait « Mais tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui me disent « Mais prends un institut à Paris, mais t'es folle, tu n'arriveras jamais à fidéliser une clientèle tellement il y a de la concurrence. » Juliette, ça fait déjà 12, presque 15 ans qu'elle est en activité. Elle a son planning en liste d'attente sur 3 semaines et elle a un panier moyen à 150 €. Bon, on va voir un petit peu qu'il y a des preuves dans les deux côtés. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce qu'on a vraiment à cœur cet emplacement ou bien est-ce que c'est la stratégie? Comme je vous ai dit, on accompagne au quotidien des gérants, des porteurs de projets de création et on entend souvent des phrases en coaching du style « En fait, moi, je suis à la campagne et ça ne peut pas marcher. » Non, à la campagne, les gens n'ont pas d'argent. On est d'accord? Ou bien à l'inverse, c'est « Moi, je suis en ville et les événements, chez moi, ça ne prend pas. Les gens ont tellement d'activités à côté qu'en fait, ils ne viennent jamais sur mes événements. » Ou aussi des phrases comme je suis en ville et j'ai 4 concurrents dans la même rue. Parfois, on a le cumul de mandats. Mais est-ce que déjà ces phrases-là vous parlent? Est-ce que ce sont des choses qui reviennent? Levez la main si vous avez pensé ou si vous pensez à ces phrases. Oui. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Juste une petite température. À votre avis, là, si je vous pose la question, qui est-ce qui gagne? Est-ce qu'il vaut mieux s'installer en ville ou à la campagne? Alors, qui vote pour la ville?
Est-ce qu'il est plus profitable, selon vous, de s'installer en ville? À la campagne? Ok. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Cynthia Bogiro, qui est business mentor au sein d'Expertise Pas Bien-être. Et Cynthia accompagne chaque année plus de 70 gérants et porteurs de projets de création pour les aider à développer leur activité. Cynthia, toi, tu as eu aussi ton centre qui était à la campagne. Tout à fait. Donc là, on se fait vraiment un débat ville-campagne, parce que toi, tu étais plus à la ville et moi, en effet, à la campagne, dans un petit village, alors jadis de 4500 habitants, aujourd'hui près de 6000, mais ça reste quand même un écosystème campagne. Et je suis contente de pouvoir débattre de ça avec toi aujourd'hui et aussi avec vous tous, parce que c'est vrai que quand on s'installe ou quand on est déjà en activité, on peut être amené à se poser la question, est-ce que je vais faire le bon choix ou est-ce que finalement j'ai fait le bon choix? Mais on s'aperçoit que ce n'est pas véritablement une question de choix ville ou campagne, et vous allez voir qu'il y a des opportunités à saisir vraiment des deux côtés. Donc pour ceux qui ont levé la main pour la campagne ou pour la ville, pas de panique, ça va bien se passer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. La question, c'est de savoir si on a bien réfléchi à tout ce qui s'offrait à nous pour pouvoir définitivement faire le bon choix. Alors je vous propose de regarder finalement un petit peu quelles sont les forces et... Alors pas les faiblesses, on n'aime pas utiliser le terme faiblesse, mais plutôt quelques inconvénients qu'on pourrait avoir dans chacune des situations. Donc de façon assez globale, pas vraiment de surprise. Au niveau des forces, en fait, sur la partie ville, on va avoir peut-être des opportunités un peu plus larges au niveau des locaux. Mais bon, pour accompagner les créateurs, on s'aperçoit que, je vois Pauline ici, qui souhaite s'installer en ville, et pour autant, c'est un peu la galère aussi pour trouver un local. Mais globalement, il y a quand même du choix un peu plus qu'à la campagne. Si on est dans un bourg de 400 habitants, on va avoir vraiment un extra-centre village avec que quelques locaux à disposition. Une zone de chalandise qu'on pense quand même un petit peu plus large, avec en effet plus d'habitants, mais la quantité ne fait pas forcément la qualité. On se dit aussi qu'on va avoir plus d'opportunités de recrutement, avec plus d'humains, donc plus de possibilités. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir justement faire de ça? Des capacités à remplir son planning, parce que si j'ai une zone de chalandise qui est plus large, avec plus de clients potentiels, facile, je vais remplir mon agenda en claquant des doigts. Et puis une réputation qui peut croître facilement, parce que comme il y a du monde, on peut faire du bouche à oreille, etc. À la campagne, on a aussi un certain nombre de forces, avec une clientèle qui, souvent par la proximité ou quand on est enfant du pays, ce qui était un petit peu mon cas, on a facilité à faire du networking, à connaître du monde, parce que je connais un tel de quand j'étais toute petite, voilà, donc avec différentes opportunités. Et puis aussi des prix de locaux parfois qui semblent plus abordables, ce qui est parfois vrai et parfois moins vrai, mais c'est vrai qu'à la campagne, on a des locaux qui sont parfois moins coûteux, en tout cas au mètre carré, ce qui est normal, parce que le pouvoir d'achat n'est pas tout à fait le même à la campagne ou à la ville. Un petit peu moins de concurrence aussi, puisqu'en ville, souvent, on peut avoir 4 ou 5 instituts dans la même rue, alors qu'à la campagne, si j'ai un hypercentre, je peux être potentiellement la seule esthéticienne. Et encore, ce n'est pas toujours vrai, il y a aussi le domicile qui compte et d'autres paramètres. Et puis enfin, ce qu'on appelle en fait un ancrage local qui peut être un peu plus fort, parce qu'en effet, je vais avoir une connaissance de mon lieu de vie, de mon écosystème professionnel, qui fait que je vais avoir un peu plus d'impact. Donc ça, c'est vraiment pour la partie force. Et puis pour poursuivre sur les faiblesses, voilà, ville, campagne, il y a aussi, comme toujours, des avantages et des inconvénients. Forcément, en ville, il peut y avoir de l'hyperconcurrence, un peu plus d'offres de services, donc avec potentiellement un client qui va un petit peu plus être sollicité, avoir la possibilité de papillonner entre les différentes offres de services qui existent, liées donc à la forte concurrence, et puis des difficultés parfois à se démarquer, parce que on va être assez nombreux, et puis de se dire que comment est-ce que je vais pouvoir moi tirer mon épingle du jeu par rapport à cette ville qui est assez dense, avec différents concurrents qui sont ici, et donc en quoi je vais pouvoir moi avoir de la présence. Et puis on se dit aussi souvent qu'il peut y avoir un budget marketing un peu plus fort à la ville, parce que justement pour se différencier de cette concurrence, je vais avoir besoin d'avoir plus de visibilité et donc de déployer plus d'efforts au niveau marketing.
Tandis qu'à la campagne, bah, je vais avoir une zone de chalandise qui va être forcément plus restreinte, un village un peu plus petit, moins d'habitants. Après, comme on disait tout à l'heure, la quantité ne fait pas toujours la qualité. Ce qui fait que je vais devoir peut-être aussi déployer un peu plus d'énergie pour agrandir ma zone de chalandise et aller capter des clients un peu plus loin. Ce que Séverine a su faire justement dans son concept. Donc, pour le coup, c'est envisageable. Et puis, ce côté isolement du chef d'entreprise, forcément, plus je suis dans une grosse agglomération, plus je vais avoir peut-être une association de commerçants, du monde autour de moi qui va faire que je vais pouvoir communiquer facilement, tandis qu'à la campagne, forcément, l'écosystème professionnel est un peu plus restreint. Et enfin, celle que j'aime beaucoup, parce qu'on a tiré, quand on a préparé justement ce moment ensemble, une histoire personnelle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est à la campagne. C'est cette frontière aussi entre le perso et le pro qui, parfois, à la campagne, est un peu plus difficile à créer. Parce que moi, pour ma part, j'avais beaucoup de clientes qui m'ont connue toute petite, qui connaissaient mon papa, ma maman. Et puis, je me souviendrai toujours de cette cliente extrêmement fidèle, mais avec qui je pouvais avoir parfois des difficultés sur de la vente de produits, sur voilà, l'amener commercialement à faire d'autres choses avec elle, parce qu'elle me disait « Oh, tu te rends compte, hein, tu te souviens quand je te changeais les couches quand tu étais petite ?» Oui, bon, bah, on va peut-être pouvoir parler d'autres choses. Et donc, techniquement, en fait, la conversation était toujours portée sur des choses de personnel. Et puis, en effet, on n'est pas forcément sur de la conversation professionnelle. Donc, voilà. Tout ça pour dire que finalement, en fait, à la ville, à la campagne, il y a du bon débat, il y a du monde. Et donc, on voulait justement vous partager des histoires de réussite autour de tout ça pour lever un peu ces barrières de la question est-ce que j'ai bien fait de m'installer à la campagne ou bien fait de m'installer à la ville. Déjà, est-ce que ces avantages et ces inconvénients vous parlent? Dites-nous oui. OK. Alors, ce qu'on vous propose de faire, on va faire un petit tour de France ensemble, rapidement, pour justement illustrer qu'en fait, finalement, des deux côtés, on a de très belles histoires de réussite. Et on commence, je vous emmène en Bretagne, chez Anne-Laure, qui est créatrice de Faciam. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous pouvez suivre, bien sûr, toutes ces histoires de réussite sur les réseaux. Elle est en plein cœur de la Bretagne. Et avec son centre Faciam, elle s'est tout de suite spécialisée dans les soins visage. Quand elle s'est installée, avant de commencer le programme, elle réalisait un chiffre d'affaires déjà toute seule de 6 600 € hors taxes. Et après le programme, elle est toujours toute seule et elle a quasiment doublé son chiffre d'affaires puisqu'elle est passée à 10-12 000 € de chiffre d'affaires hors taxes. Et elle est toujours dans ce joli village de Ploué. On poursuit le Tour de France justement avec Gaëlle, donc la créatrice de Oderma, donc qui est dans un tout petit bourg du centre de la France et qui, pareil, en fait, on imagine toujours que voilà, je suis à la campagne, je suis isolée et je ne vais pas pouvoir faire des miracles. Et pour autant, parce que du coup, tu m'as fait coucou. Donc c'est sûr, quand on est derrière l'écran, parfois on a du mal à remettre les visages correctement. Mais voilà, tu as eu la possibilité, en tout cas, tu t'es créé l'opportunité à la campagne de faire évoluer ton chiffre d'affaires non considérablement, puisque tu es quasiment aujourd'hui à 20% d'évolution entre 2023 et 2024, si je ne fais pas d'erreur. Ce qui fait que, tout à l'heure, on disait qu'on peut avoir des difficultés à développer à la campagne, et finalement, voilà, avec des outils pertinents, tu as pu te créer cette opportunité-là, malgré que la zone de chalandise soit restreinte, qu'on ait moins d'opportunités potentiellement de clients, etc. Et puis Gaëlle, en plus, c'est là où je vous dis cumul de mandats, parce que non seulement elle se situe dans un village, tu me disais tout le temps, c'est l'un des villages où les salaires sont les plus bas en France. Et en plus, elle a une concurrence qui s'installe dans sa ville, qui est considérable. Donc, elle a un super succès. Vraiment, vous pouvez la suivre aussi. C'est incroyable ce qu'elle a créé. Et puis, peut-être que vous la connaissez aussi. On a Claudia à Lucenay. Est-ce que vous la connaissez? Elle a une super histoire. Claudia, ça fait des années que je la connais. On a commencé ensemble. C'était peut-être en 2017-2018. Elle avait l'Institut des Pierres Dorées. Donc, Lucenay, c'est un village magnifique du côté du Rhône-Alpes. Et pour aller dans son centre, en fait, avec sa voiture, on roule sur des pavés, quoi. Les rues sont comme ça, il n'y a absolument rien autour d'elle. Il y a une fontaine, une église et basta. Et elle a créé
une marque avec sa maison des pierres dorées, donc vraiment ce positionnement incroyable. Elle a un succès phénoménal. Elle s'apprête aussi à grandir avec un deuxième centre, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard avec elle. Donc voilà pour ces exemples de personnes qui sont en pleine campagne et qui arrivent vraiment à créer une envie et un succès auprès d'une clientèle qui est super fan de ce qu'elles font et qui sont super engagées dans leur activité. On va aussi parler des gérantes de la ville. Les gérantes de la ville. Alors là, on va raconter l'histoire de Nathalie. Nathalie qui est vraiment en ville, puisqu'elle est à Paris. Donc là, je ne pense pas qu'on puisse faire plus grande ville en France. Nathalie, elle travaille seule donc sur un centre qui est hyper spécialisé en technologie. Elle a réfléchi en fait à un système qui puisse lui permettre en fait de travailler seule. Et bon, je ne vais pas donner sa recette miracle, mais en tout cas, elle a trouvé des solutions pertinentes pour avoir aussi du main libre et puis décupler ses mains, parce qu'on n'a que 2, et faire comme si on avait 4, voire 6. Et sur son évolution, finalement, c'est vrai qu'au début, quand je l'ai rencontrée, on sait chiffre d'affaires, je disais, ouais, quand même, 3 fois supérieur à la norme, on va dire, de notre secteur d'activité, parce que généralement, un institut, il va être plutôt dans les 4, 5 000, 6 000. Donc là, on était sur de très beaux chiffres d'affaires, au-delà de 15 000 euros hors taxes par mois, seul, donc génial. Et donc voilà, techniquement, sa puissance au travers de la ville. Pourtant, d'en discuter avec Pauline, elle est dans un quartier où la pauvre, à chaque fois qu'il y a une manifestation, c'est compliqué parce qu'on bloque la rue, elle se fait un peu incendier la poubelle. Et pour autant, elle a quand même sa clientèle ici en ville qui lui permettent de développer comme elle le souhaite sur des très beaux chiffres d'affaires. Donc voilà pour la situation de Nathalie. On a aussi Mélanie qui se situe à Dinan, donc une très jolie ville, qui a créé aussi une très belle maison numéro 7, et qui, du coup, aussi s'est spécialisée en visage suite à sa reconversion professionnelle. Et dès qu'elle s'est installée, en fait, elle a vraiment utilisé un très bon outil de positionnement prix. Elle est à 180 € hors TTC pour ses séances de soins visage. Et puis enfin, à Marseille. Et à Marseille, nous avons Gaëlle. Alors Gaëlle, que j'ai pris un plaisir immense aussi à accompagner. Pareil aussi sur un profil seul, elle est à Marseille. Donc pareil, très grosse agglomération. Et en plus à Marseille, il y a vraiment une hyper concurrence, vraiment une versatilité du client qui a vraiment une offre de service assez large à disposition. Et Gaëlle, quand on s'est rencontrés, on était sur un positionnement plutôt classique. C'était Institut Évasion. Donc globalement, elle était un peu dans la généralité de ce qu'on propose dans notre secteur d'activité. Et puis, au travers du travail que l'on a fait, on s'est posé des questions par rapport à ce qu'elle voulait véritablement pour justement se différencier. On est allé sur un concept qui, elle, lui tenait à cœur, mais qu'elle n'osait pas forcément développer en amont. Et donc, on est parti sur un concept facialiste. Donc, elle développe vraiment que la partie soins du visage. Et donc, aujourd'hui, elle est devenue Gaëlle Derrien, kératothérapeute. Et elle s'épanouit pleinement dans ce système-là, avec un taux d'occupation qui dépasse les 85 à 90% de façon assez linéaire. Donc après, on sait très bien que c'est toujours fait de haut et de bas, et on n'est pas toujours à fond la caisse à 95 ou 100%. Mais de façon générale, au niveau de la moyenne, on arrive sur des taux de ce type-là. Alors là, vous vous demandez quand même comment elles font pour développer justement un centre et une activité qui a autant de succès. On va voir justement les stratégies que vous pouvez utiliser. En fait, vous avez commencé à comprendre, en fait, finalement, c'est peu importe où on s'installe, mais ces stratégies sont super importantes aujourd'hui pour vraiment développer son activité. Alors, comment font-elles ? Il n'y a évidemment pas de recette miracle. Hein. Elles ont travaillé avec beaucoup d'assiduité. Ça, c'est une certitude. On a un petit peu derrière quand même pour aller titiller et faire en sorte d'arriver à atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Donc déjà, en premier lieu, elles connaissent leurs chiffres. Et donc ça, c'est hyper important. Et puis, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, puisque c'est ma passion. Je vois certaines qui me regardent en souriant. Donc voilà, donc elles connaissent leurs chiffres, et quand on connaît ces chiffres, on est en capacité justement d'établir des prévisionnels qui sont très clairs, de monter
en fait, on utilise, nous, un outil qui est très puissant et qui s'appelle le tableau de bord de gestion. Et donc, d'avoir, en fait, ce tableau de bord de gestion qui est parfaitement complété et qui donne une visibilité incroyable et qui permet justement d'avoir des objectifs clairs. Et quand on sait où on va, ne serait-ce que sur la partie financière, forcément, c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller naviguer, justement, quand on a des petits hauts et des petits bas. Et en tout cas, se donner un objectif à atteindre pour à la fois se faire plaisir et puis atteindre le succès qu'on s'est fixé. Elles ont fait aussi un travail énorme sur leur stratégie marketing, sur leur positionnement. Enfin, vraiment, je vous invite à les suivre, celles qu'on vous a présentées sur les réseaux, et vous allez voir que leur image de marque est juste sublime. Oui. Elles ont fait aussi un deuxième travail sur l'expérience client. Alors, sur l'expérience client, l'objectif, c'est vraiment d'aller dans les moindres détails de toute l'expérience que vous souhaitez créer. Depuis hier, on entend beaucoup de personnes qui me disent aujourd'hui, finalement, le simple protocole ne suffit plus et c'est l'émotion en fait, qu'on va venir dégager dans l'expérience qui va faire la différence. Donc là, le fait justement de travailler le positionnement marketing, ça permet de réfléchir clairement à ce que vous souhaitez créer comme émotion et d'avoir voilà, tous ces résultats de fidélisation, de fan-attitude, comme tu disais, et quand on reprend... voilà, certaines clientes qu'on a pu accompagner, c'est quand on active ce petit levier émotionnel, qu'on arrive à faire de très jolies choses. Donc c'est en ça qu'elles arrivent. Alors souvent le marketing, c'est un terme qui fait un peu peur, dire marketing, j'ai pas fait d'études de marketing, ça me plaît pas, je sais pas comment faire. Donc le principe, c'est de comprendre qui on est, ce que l'on veut, à qui l'on parle, et puis ensuite derrière, c'est assez fluide en fait d'aller créer l'expérience que vous souhaitez pour vos clients, et puis aussi pour avoir une identité qui soit très forte et qui parle justement soit en ville dans cette zone d'hyperchalandise, soit à la campagne avec une clientèle un peu plus restreinte pour justement créer de l'attractivité comme tu dis. Et puis bien sûr, pour celles qui ont des équipes, eh bien, elles ont eu la nécessité de développer leur leadership. Aujourd'hui, en fait, si vous travaillez avec une équipe, franchement, c'est difficile de faire sans cette étape. C'est difficile de recruter, c'est difficile de fidéliser. Donc là, il y a vraiment ce levier. Alors, vous pouvez noter maintenant, on va faire la synthèse de 5 actions vraiment que vous pouvez mettre en place. Moi, j'aime bien poser des questions. Comme ça, peut-être vous allez y répondre d'instinct ici et puis emmener ces questions avec vous à tête reposée et voir un petit peu ce qui émerge. La première chose à faire, c'est de faire une analyse de votre situation. Là, aujourd'hui, en tout cas pour celles qui sont en activité, où vous en êtes? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui existe? Nous, on propose beaucoup l'audit, qui est un outil absolument formidable. À ce stade, la question que je vous pose ici, d'instinct, c'est, à votre avis, quel est le plus grand frein aujourd'hui à votre croissance? Laissez peut-être venir juste une réponse d'instinct. Notez-vous cette question et reprenez-la ensuite. Donc l'analyse, vraiment, qu'est-ce qui aujourd'hui me freine le plus? Ça vous donne un petit peu une priorité là. Deuxième action, travailler... Vas-y. Non, vas-y si tu veux. J'étais partie. T'étais partie. Travailler votre image de marque. Cynthia accompagne beaucoup sur le marketing, sur le positionnement. Une question essentielle que vous devez vous poser et vous reposer et vous reposer tout le temps, c'est pourquoi est-ce qu'un client aujourd'hui choisirait de venir chez vous plutôt que chez votre voisin, partout? On a une concurrence qui grandit énormément. Cette question-là, elle est hyper importante. Gardez-la précieusement. Posez-la vous régulièrement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un client choisirait de venir chez moi plutôt que chez mes concurrents? Le troisième point, et c'est un sujet qu'on affectionne particulièrement au sein de l'équipe, c'est de se demander au niveau de mon parcours client, et donc là on parle vraiment de l'expérience globale que je propose à mon client, quelles sont les 3 améliorations ici que je pourrais apporter assez rapidement. Alors, dans l'immédiat, c'est toujours un peu difficile de se dire là tout de suite maintenant je veux faire ça, mais de prendre un petit peu de hauteur justement sur l'expérience que vous proposez à votre clientèle. Et là, à nouveau, c'est vraiment un levier pour clairement faire la différence dans cette hyper concurrence, et puis pour amener un client de la ville à la campagne, ou à l'inverse, amener un client de la campagne à venir vous retrouver en ville, même si c'est difficile de se stationner, et de réfléchir justement aux 3 actions pertinentes
rapides que vous pourriez mettre en place pour être encore plus précis, encore plus différenciant, pour améliorer votre expérience client. Et que le client, quand il vient chez vous, il se dise « Waouh, mais c'était incroyable !» Et j'ai trouvé ça nulle part ailleurs, et tant pis, même si je dois faire 50 km pour aller retrouver ce soin-là, eh bien j'irai le faire. Et c'est en ça que ça devient justement intéressant. Et le parcours client, c'est un sujet absolument passionnant. Alors, on vous a dit 3 améliorations, mais on peut en envisager tout un tas. Et le but, c'est vraiment de trouver vos 3 améliorations à vous, et pas forcément par rapport à ce que fait le voisin ou ce que vous avez pu ressentir dans le cadre d'un soin. On peut s'inspirer, mais pas copier. 4e action, c'est de travailler vraiment votre rayonnement local. Souvent, quand on pose la question aux gérantes, quand on commence l'accompagnement, on demande « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau du marketing ?» C'est quoi la réponse, à votre avis? Je fais des publications, je suis sur les réseaux sociaux, etc. N'oubliez pas, oui, on est à l'ère du digital, mais en fait, le marketing, c'est avant tout la notoriété locale. Et que vous soyez en ville, même si c'est dans votre rue, dans votre quartier ou à la campagne, encore plus important à la campagne, le réseau de networking est très important. Votre notoriété locale, il faut la travailler. Ne vous dites pas que seuls les réseaux vont vous apporter des clients. C'est archi faux. N'oubliez pas ça parce qu'on voit des vraies difficultés et des vraies déceptions. Donc, est-ce qu'il y a un partenaire local, un influenceur que vous pouvez contacter peut-être dans la semaine? Un peu oppressant là, mais c'est intéressant aussi de répondre un peu d'instinct à cette question pour faire soit une collaboration, soit voilà, un échange de visibilité. Et garder aussi cette dynamisme parce que même si le réseau, en fait, ça prend du temps à se construire, mais c'est le marketing, franchement, le plus puissant et le plus durable. Oh, ça marche plus. Pardon. Ah. Et enfin, 5e point, et donc là, ça permet justement d'investir sur vous, de vous engager vis-à-vis de vous. Souvent, on investit dans une nouvelle gamme de soins, une nouvelle formation sur un protocole de soins. Mais en tout cas, la priorité là qu'on aimerait peut-être vous amener à réfléchir sur la situation, c'est en quoi est-ce que vous êtes amené ou vous avez été amené précédemment et qu'est-ce que vous pourriez faire dans le futur pour choisir d'investir sur vous. Parce que le capitaine du bateau, c'est vous. C'est ni le client, ni vos salariés si vous travaillez entouré d'une équipe. Et donc, de quelle manière vous pourriez choisir des items sur lesquels investir sur votre propre personne en tant que chef d'entreprise pour développer vos compétences de gestion, d'analyse, d'anticipation, d'image de marque, etc. Donc en dehors de la technicité pure. Donc on a des tas d'histoires, on vous a fait visiter un petit peu la France avec des portraits, on a aussi Charlotte Garnier avec Opulence que vous pouvez suivre et regarder. Nous avons aussi Valérie Muller qui a une super histoire de réussite. C'était très compliqué pour Valérie dans sa situation. Quand on a commencé l'accompagnement, elle ne se payait quasiment pas. 2 ans après, elle a possibilité d'avoir un super salaire. Donc c'est vraiment ces parcours nous montrent qu'en fait, finalement, qu'on soit en ville ou à la campagne, en fait, il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des opportunités. C'est pas où vous vous trouvez qui compte, mais la façon dont vous allez vous emparer du sujet et comment vous allez le faire. C'est ça qui est hyper important. Donc la vraie frontière, finalement, c'est celle de ce que vous avez dans la tête de vos décisions de chef d'entreprise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.